Bonsoir. Le Centre du patrimoine naturel et culturel, en collaboration avec le Centre de recherche scientifique de Chypre et l'ambassade de Suisse à Nicosie, a le plaisir de recevoir ce soir, dans la série de conférences de ce semestre, M. Fabrizio Frigerio, qui va délivrer un discours intitulé « L'archimandrite Théophile Thésée entre Genève et Chypre en 1821 », sujet qui entre dans le cadre des célébrations du bicentenaire de la Révolution grecque de 1821. Fabrizio Frigerio est né à Mendrisio, Tessin, Suisse. Il a étudié à l'Université de Genève où il a obtenu une maîtrise ès lettres, un diplôme d'études supérieures en études européennes et un autre en sciences politiques. Il a été assistant de technique de la recherche en histoire à la faculté de lettres à l'Université de Genève et ensuite il a été le collaborateur du professeur Denis de Rougemont à l'Institut universitaire d'études européennes de Genève où il a été chargé d'enseignement d'histoire, des idées et des sciences politiques. Avant de céder la place à notre conférencier, je passe la parole à son Excellence, l'ambassadeur de la Confédération suisse à Chypre, Monsieur Pierre-Yves Fuchs. Monsieur l'ambassadeur, on ne vous entend pas, peut-être il faut appuyer sur les unmute. Voilà, excusez-moi, bonsoir. Bonsoir. C'est Kalispera qui est Faristopoli. C'est pour moi un grand honneur de participer d'être avec vous ce soir pour cet événement et puis d'avoir la chance d'entendre un scientifique qui va nous parler d'une figure assez incroyable, assez extraordinaire, qui fait le pont entre ma ville natale, Genève, mon pays et Chypre. Et je pense que nous allons apprendre beaucoup de choses passionnantes ce soir. Il y a un aspect de découverte scientifique, de reconstitution d'une histoire à partir de documents d'archives. Et puis, il y a aussi un aspect plus personnel, plus humain. L'Université de Genève, qui est celle du professeur Frigerio, qui a aussi été la mienne, elle date de plusieurs siècles. Elle se trouve au pied de la vieille ville de Genève, en face d'un palais qui s'appelle le palais Hénard, qui fait partie aussi de l'histoire philhellène de Genève. On vient de fêter également à Genève le bicentenaire grec, avec notamment une exposition qui a tourné autour de la figure de Capodistrias et d'autres éléments du philhellénisme à Genève. Et là, je crois que ce soir, on va avoir en langue française, qui me réjouit encore tout particulièrement, une découverte, un voyage dans le passé qui va nous faire découvrir un autre aspect de ces siècles d'amitié, de respect mutuel qui unissent le monde hellénique et le monde francophone, notamment la Suisse et notamment la ville de Genève. Et je ne veux pas prendre plus de temps aux conférenciers, et je vais surtout, comme vous tous, me mettre à écouter, et je me réjouis de ce que nous allons apprendre ce soir. Merci en tout cas d'avoir organisé cet événement, d'être avec nous, et merci de m'avoir permis de vous dire ces quelques mots de salut de chez moi à Nicosie, à Strovolos, et j'espère qu'on aura l'occasion aussi de se voir bientôt en réalité. Merci. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous êtes très gentil. Merci beaucoup. Cher Fabrizio, je vous passe la parole. J'ouvre le PowerPoint. Voici. Voilà. Donc, full screen. Voilà. Fabrizio, la parole à vous. J'entrerai tout de suite, comme on dit en latin, puisque nous avons un latiniste comme ambassadeur, in medias res.
Dans la notice que la Megali Helleniki Encyclopedia, la grande encyclopédie hellénique, consacre à Théophile Thésée, rien ne permet de soupçonner un quelconque lien avec la Suisse, et encore moins avec Genève, de cet ecclésiastique chypriote que l'encyclopédie qualifie de combattant de la Révolution grecque. C'est en fait Aristide Kourounaris, dans une étude sur la famille Thésée, qui affirme que Théophile a étudié en Suisse, mais sans donner plus de précision. Dans une étude postérieure, le même Kourounaris publie la photographie que vous voyez là. Il s'agit d'un portrait en miniature de 5 cm de diamètre qui aurait été peint à Genève après 1821, aujourd'hui au musée Benaki à Athènes, et que Kourounaris considère comme le portrait de l'archimandrite Théophile Thésée. Cette miniature a été offerte au musée Benaki par le chypriote Onouphrios Iassonidis. Elle a été classée sous le numéro 8445, mais en tant que portrait de l'archevêque Kyprianos. C'était ce qu'avait affirmé son donateur. Aujourd'hui, cette fausse attribution a été finalement corrigée. Alors que la Megali Helleniki Encyclopedia, donc la grande encyclopédie hellénique, ne donne ni le lieu ni le genre de ses études, nous avons quand même ici pour la première fois à son sujet mention de la ville de Genève, ainsi que l'indication d'une date importante, puisqu'il s'agit de l'année au cours de laquelle l'archimandrite Thésée s'est rendu à Chypre comme émissaire de la Philiki Éthéria pour y distribuer de la littérature révolutionnaire. C'est en fait cette escapade avortée de propagande révolutionnaire qui a marqué le début de sa participation à la Révolution nationale grecque. Par la suite, il y fera une carrière militaire. Il perdra son bras gauche en Grèce en se battant à Tripolitsa. Il a été à Missolonghi et il a fini comme général de 4e classe. Théophile Thésée ne figure pas parmi les étudiants de l'Académie de Genève. C'est comme ça que s'appelait à l'époque l'université. Son nom n'est pas dans le livre du recteur de l'Académie. Donc, ce n'est pas dans la ville de Calvin qu'il a accompli son cursus d'études ecclésiastiques. Ceci n'est pas étonnant, étant un ecclésiastique orthodoxe. Son nom figure en revanche dans le registre des permissions de séjour de la ville de Genève, conservé aux archives d'État, où il y a 2 entrées qui le concernent, la première en 1817 et la seconde en 1821. Les voici. Première entrée, 1817, numéro d'ordre 4809, date de la permission 19 août. Il s'agit d'un renouvellement. Nom Thésée, prénom Théophile, âge 22. Profession archimandrite, c'est curieux. Patrie Chypre, pièce déposée, passeport. Domicile à Genève, rue d'Acier, Maison Jolie. Observation, rendu le passeport le 29 septembre, suivi de 3 mots illisibles. Il y a ensuite une autre entrée en 1821 qui se présente comme suit. Numéro d'ordre 8256, date de permission 30 janvier. Il s'agit à nouveau d'un renouvellement. Mêmes indications, nom Thésée, prénom Théophile, même âge, âge 22. Profession archimandrite, de nouveau, patrie Chypre, pièce déposée, passeport. Domicile à Genève, il a changé, la Croix d'Or, 4e étage. Il y a une observation intéressante. Part pour Paris le 26 avril 1821. Il est à remarquer donc tout d'abord qu'il s'agit dans les 2 cas d'un renouvellement de permis de séjour. Ceci signifie que Théophile Thésée a déjà été à Genève avant 1817. Probablement en 1816, mais il n'est pas possible de connaître la date exacte parce que les registres des permissions de séjour antérieurs à 1817 faisant défaut. C'est un fait historique peu connu. Tous les registres de ce genre, de la période napoléonienne, ont été détruits. Il faudrait savoir pourquoi, mais enfin, j'ai une idée à ce sujet. À la chute de Napoléon et lorsque Genève a cessé d'être française. Nous savons par ailleurs que le frère de Théophile Thésée faisait partie de la colonie grecque de Marseille, où il s'était établi commerçant dès 1816. C'est pour ça que je pense que Théophile était à Genève en 1816. Et que dès 1818, les principaux membres de la colonie entreprirent de se réunir de façon régulière chez leur compatriote Nicolas Thésée, dont
Échinard, dans son ouvrage sur les Grecs et Philhellène à Marseille, dit qu'il était sujet russe pour exercer leur culte en privé. Bien qu'il n'y ait aucun document qui vienne le confirmer, il y a de fortes présomptions que le ministre de culte ait été l'archimandrite Théophile. Ensuite, dans les deux cas qui nous concernent, l'âge est donné comme étant 22, alors que s'il avait effectivement 22 ans en 1817, il en avait 25 4 ans plus tard, en arrivant à Genève, et il allait même en avoir 26 le 15 mars 1821 pendant son séjour. L'indication qui figure sous observation dans l'entrée de 1821, qui donne la date de son départ de Genève, nous permet de résoudre un problème historique controversé, qui est celui de l'identification d'un archimandrite anonyme mentionné dans un post-scriptum de la lettre encyclique du 16 mai 1821 de l'archevêque Kyprianos. Les historiens se sont posé la question de savoir si cet ecclésiastique, que l'archevêque qualifie de notre archimandrite, et c'est pour ça qu'on a pensé qu'il s'agissait de Thésée, parce que Thésée était le neveu de l'archevêque, et auquel il a confié la distribution de ce document officiel, était ou non l'archimandrite Théophile Thésée. D'après Spiridon Trikoupis, dans le premier volume de son Histoire de la Révolution grecque, publié en 1853, Thésée aurait dû être arrivé à Chypre avant le 21 avril 1821. Sir George Hill cite Loïsus Philippe, d'après lequel Théophile Thésée serait arrivé à Chypre en avril ou en mai. Plus vague, Doros Alastos place la date de son arrivée dans l'île au printemps. Moins prudent, John Koumoulides estime son arrivée vers la fin du mois d'avril. Bénédicte Englezakis, qui a examiné la chronologie des événements, arrive à la conclusion que si l'archimandrite du document présent était Théophylacte Thésée, il appelle toujours Théophylacte Théophile, nous devons supposer qu'en conséquence de cette arrivée, quelques mois avant le 21 avril 21, il a distribué ses proclamations révolutionnaires qui ont donné aux Turcs la base de leur action légale. Mais nous voyons que, au cas où il devait s'agir de Théophile Thésée, nous avons une date post-quem concernant son arrivée à Chypre, le 26 avril 21, puisque le registre des permissions de séjour de l'ami de Genève indique clairement qu'il a quitté Genève pour Paris le 26 avril 1821. Maintenant, en admettant qu'il soit parti le jour même, il est arrivé à Paris le 29 avril. Le voyage durant 4 jours. De Paris, ensuite, il a dû se rendre à Marseille pour s'embarquer. Il ne lui restait donc pas assez de temps pour être à Chypre avant le 16 mai. Car en 1821, il fallait entre 3 et 4 semaines, selon les conditions météorologiques, pour aller de Marseille à Larnaca. En l'état actuel de la recherche, faute de connaître le jour de son embarquement, il n'est donc pas possible d'avancer une date exacte pour son arrivée dans l'île, qui devrait toutefois se situer entre le début du mois de juin et celui du mois de juillet 1821. On peut donc en conclure que l'archimandrite auquel l'archevêque Kyprianos a confié la distribution de sa lettre encyclique du 16 mai ne pouvait pas être Théophile Thésée. Mais il reste une question importante. Que pouvait-il bien faire à Genève, Théophile Thésée, de janvier à avril 1821? Il ne s'y était certes pas rendu dans le but de se faire portraiturer par un des très renommés peintres miniaturistes de la place, bien que le portrait du musée Benaki soit certainement le sien, et non pas celui de son oncle archevêque, comme le pensait Iassonidis, et qu'il ait été très probablement exécuté à Genève, et ceci après 1821. Nous pouvons le dire parce qu'il porte dans ce portrait une petite croix. C'est la médaille de l'insurrection qui a été donnée à tous ceux qui avaient contribué à la Révolution. Donc, on peut le dater à partir de cette médaille comme étant postérieur à 1821. Une réponse à cette question, à savoir que faisait-il là, l'archimandrite, nous est suggérée par la mention d'un archimandrite Thésée, sans prénom, figurant dans un ouvrage peu connu de l'historien genevois
John Barthélemy Galif. En esquissant l'histoire de la période la plus brillante de la loge maçonnique genevoise, l'Union des Cœurs, dont il était alors le président, Galif écrit ceci. Parmi les autres étrangers de distinction qui furent successivement reçus ou affiliés à l'Union des Cœurs, je citerai l'archimandrite T.Thésée de l'île de Chypre. La tournure utilisée par Galif ne permet pas de savoir exactement à quel titre l'archimandrite en question a fréquenté la loge, ni de dire avec certitude qu'il s'agit bien de Théophile Thésée, comme toutefois l'initiale T de son prénom le laisse penser. Une autre recherche effectuée dans les archives de la loge l'Union des Cœurs a permis de confirmer que Théophile Thésée est bien devenu membre de cette loge en 1821. Il est en effet inscrit au livre de l'ordre sous la matricule numéro 370. Il y est désigné comme, je cite, né à Nicosie en Chypre le 15 mars 1795, de profession archimandrite. Reçu apprenti le 23e jour du premier mois de 5821. Cette manière de dater est une façon maçonnique. On ajoute 4000 ans à l'an courant. C'est une référence à une date mythique de la création du monde. Donc, ça serait le 23 janvier 1821. Passé compagnon le 6e jour du 2e mois, c'est-à-dire 6 février 21, et maître le 13e jour du 2e mois, c'est-à-dire 13 février 1821. Le registre des protocoles des travaux de la loge donne les détails des différentes étapes, de son admission d'abord et de sa progression au sein de la loge ensuite. Je citerai les différents numéros d'entrée. Numéro 1141. Le 2e jour du 1er mois, c'est-à-dire le 2 janvier 21, la quête de bienfaisance et le sac des propositions ayant circulé, ce dernier a produit un billet en demande d'initiation qui est renvoyé au comité d'administration. Ça, c'est la façon de procéder, c'est comme ça qu'on écrivait dans les loges à l'époque. Nous voyons que la candidature de Théophile Thésée a été proposée par écrit par un membre de la loge qui n'est pas nommé. Elle a été transmise pour compétence au comité d'administration, mais rien ne figure à son sujet dans le registre des protocoles du Conseil de la loge d'administration de l'Union des Cœurs de 1817 à 1820. Il apparaît donc que l'archimandrite Théophile Thésée était déjà à Genève le 2 janvier, jour où sa candidature a été proposée en loge, puisqu'il fallait résider en ville pour pouvoir être candidat à l'initiation. Même si sa permission de séjour porte la date du 30 janvier. Il peut bien être arrivé le 2 et s'être inscrit le 30 auprès des bureaux de l'État. Numéro suivant, 1142. 16e jour du premier mois de 5821, donc le 16 janvier. Vote. Le candidat Théophile Thésée, né le 15 mars 1795 à Nicosie, en Chypre, fils de Savo Thésée, archimandrite, professant la religion chrétienne, présenté à l'initiation par le sac des propositions le 2 courant, est présenté à cette loge. Quoique plusieurs frères donnent des informations satisfaisantes sur ce profane, le Vénérable nomme les frères Aguiton, Repingon et Suez commissaires pour s'en procurer de nouveau d'ici la prochaine assemblée où le scrutin aura lieu. Le Vénérable de la loge était Simon Gounouillou, qui était président de 1819 à 1822. Il était membre du Conseil représentatif de Genève. Les 3 commissaires nommés pour enquêter sur le candidat étaient Daniel Aguiton, adjoint du 2e surveillant qui était négociant, Jean-Pierre Repingon, premier surveillant qui était aussi négociant, et Marc-Jules Suez élémosinaire qui était greffier du tribunal de police de Genève. Nous voyons que Théophile Thésée n'était donc pas inconnu des membres de la loge, puisque plusieurs d'entre eux étaient en mesure de fournir des informations à son sujet. Le numéro suivant, numéro 1143, 19e jour du premier mois, donc vendredi 19 janvier 1821. Les frères commissionnaires nommés à la dernière séance font un rapport satisfaisant sur le profane Thésée présenté à l'initiation. En conséquent, aucune observation n'étant faite, le Vénérable fait circuler le scrutin, lequel est unanime en faveur.
et la réception de ce candidat est fixée à vendredi prochain. Nous voyons donc que la candidature de Théophile Thésée a été acceptée à l'unanimité des présents et la date de son admission a été fixée à la deuxième réunion de la semaine suivante. Les jours habituels de réunion de la loge étant à l'époque le mardi et le vendredi, comme il ressort du registre des protocoles des travaux. Voyons le numéro suivant, numéro 1144, 23e jour du premier mois, mardi 23 janvier 1821. Le Vénérable propose de nouveau le candidat Théophile Thésée, fils de Savo Thésée, né à Nicosie en Chypre, le 15 mars 1795, professant la religion grecque, lequel candidat a manifesté et fait manifester par son parrain, le frère, là un mot que je lis terrier, mais qui n'est pas sûr, un désir sincère d'être reçu dans l'ordre des francs-maçons au grade d'apprenti, s'y étant déterminé par sa propre volonté et par des motifs louables. Les enquêtes prescrites par nos lois sur son caractère et ses mœurs lui ayant été favorables, et le frère Aubanel, son préparateur, ayant fait un rapport avantageux de ses dispositions, la loge a persisté dans le consentement qu'elle avait déjà donné à sa réception par un scrutin régulier le 19 de ce mois. En conséquence, le candidat susnommé étant annoncé à la porte de la loge dans l'état et selon les formes usitées, il a satisfait aux questions que lui a fait faire le Vénérable et son parrain a de nouveau répondu de lui envers l'ordre en général et envers la loge en particulier. Nous voyons que comme il a répondu à des questions, il a dû le faire en français. Il connaissait et il parlait probablement français. Bien que lors du vote du vendredi 19 janvier, l'admission ait été prévue pour le vendredi suivant, elle a été avancée au mardi 23 janvier, date de la réunion, suivant immédiatement le vote. Le parrain, dont le nom n'est pas clairement lisible, n'est très probablement pas la personne qui a proposé sa candidature. Mais il a dû avoir été désigné pour l'occasion puisqu'il songera par la suite à chaque fois lors des passages au grade de compagnon et de maître. Christophe Aubanel, directeur de la prison pénitentiaire, était en 1821 l'orateur de la loge. C'est lui qui a préparé le candidat à la cérémonie au cours de laquelle il a été initié. Après son initiation, il figure présent, Théophile, aux réunions de la loge des 26 et 27 janvier. Numéro suivant, 1147, réunion du 30, mardi 30 janvier 1821. Je cite, « Le Vénérable instruit la loge de la demande d'augmentation de paye. » Donc, c'est une demande de passage au grade supérieur, faite par le frère Thésée et explique les motifs et considérations particulières qui militent en sa faveur, vu son départ précipité et les avantages qui peuvent en résulter pour l'ordre. Et pour les frères voyageurs, de le répandre dans son pays où il est ignoré. Donc, nous apprenons qu'il n'y a pas de loge à Chypre. Et les frères passent au scrutin, et le scrutin est unanime en faveur du frère Thésée. Sa réception est fixée à vendredi prochain. Nous voyons donc une semaine à peine après son initiation, Théophile Thésée a demandé au passer au grade de compagnon, en faisant valoir son départ imminent pour Chypre. Bien que cette façon de faire ne respecte pas les délais de passage entre un grade et l'autre, comme il ressort plus loin du fait qu'une dispense a été obtenue en sa faveur, la loge a donné son accord unanime suite aux explications du Vénérable, qui a fait valoir l'intérêt de pouvoir propager la franc-maçonnerie à Chypre. Le passage de grade a été fixé à la réunion suivante, qui n'a eu lieu que le mardi de la semaine suivante et non pas le vendredi de février, comme prévu initialement. Voyons donc le numéro d'entrée suivant, 1148, 6e jour du 2e mois, donc 6 février 1821. Il est marqué en marche, Théophile Thésée, 2e grade. Je cite, « Son âge civil et ses qualités personnelles lui ayant fait obtenir dispense d'une partie du temps prescrit, et voilà donc que promu compagnon Théophile Thésée. Il est indiqué comme domiciliaire Genève, et le frère Jacquet figure cette fois comme son parrain. Au numéro suivant, 1149, 9e jour du 2e mois, donc vendredi 9 février 1821,
nous avons annoté en marge 2e et 3e grade. Les travaux étant ensuite ouverts au 3e grade, le Vénérable propose au scrutin pour l'admission à ce grade le frère Théophile Thésée, reçu compagnon dans la dernière séance, et rappelle brièvement les circonstances particulières qui militent en faveur de ce frère, qui ont déterminé le comité exécutif à accorder les dispenses nécessaires pour l'admission au 2e et 3e grade. Le scrutin passe et est unanime en faveur du frère Thésée. Fin de citation. Nous voyons donc qu'avec une célérité remarquable, la loge a voté le passage de Théophile Thésée, qui a obtenu une seconde dispense, passage au grade de maître. Son départ pour Chypre devait donc être annoncé comme imminent, même si, comme on l'a vu, il n'a finalement quitté Genève pour Paris que le 26 avril. Sous le numéro 1150, 13e jour du 2e mois, donc mardi 13 février 1821, nous avons ceci à noter en marge, Théophile Thésée, maître. Les circonstances particulières, je cite, et son mérite personnel lui ont fait obtenir dispense d'une partie du temps prescrit, Théophile Thésée a été passé au grade de maître. Le frère Louis Péché figure cette fois comme son parrain. Après son départ de Genève, l'Archimandrite Thésée figure encore en tête de la liste des membres associés libres de la Loge du Lion des Cœurs dans la suite du tableau des membres de l'année 1823. Ceci d'après le livre d'or. Un membre associé libre devait être un membre de la loge résidant à l'étranger. Il y avait à l'époque différents types de membres, des membres fondateurs, des membres affiliés, des membres honoraires et même des membres amateurs, comme il ressort d'un ouvrage sur la loge qui est apparu à l'occasion du 2e centenaire célébré en 68. Quelles peuvent être les raisons qui ont motivé l'adhésion de Théophile Thésée à la franc-maçonnerie? Et pourquoi avoir choisi de devenir membre d'une loge genevoise alors qu'il résidait normalement chez son frère Nicolas, à Marseille, ville où les loges maçonniques ne marquaient certes pas. Nous savons que, d'après Tory, l'activité maçonnique avait repris à Marseille en 1814, avec d'ailleurs une procession dans la ville où on portait en procession le buste de Louis XVIII pour inaugurer le nouveau temple. Et c'est le premier exemple d'une procession publique de francs-maçons en France. Eh bien, en dépit de tout ça, il vient à Genève. L'archevêque Kyprianos était membre de la Filiki Éthéria. Et nous savons que plusieurs membres de cette société étaient aussi des frères, des francs-maçons. Ceci a pu être une des motivations de l'adhésion de son neveu à la franc-maçonnerie. Mais c'est à remarquer que l'archevêque Kyprianos n'était pas franc-maçon. Ce n'était pas automatique d'être à la fois membre de la Filiki Éthéria et des francs-maçons. Quant au choix de la loge, pour le comprendre, il faut esquisser brièvement l'histoire pendant la Restauration de la franc-maçonnerie française d'une part et de l'Union des Cœurs d'autre part. Au XIXe siècle, la franc-maçonnerie française a évolué dans le sens d'une indifférence religieuse, d'un rationalisme scientifique et d'un laïcisme de combat qui ont amené le Grand Orient de France, qui était et qui est toujours la plus importante obédience française en nombre d'adhérents, à abolir en 1877 l'obligation de la croyance en Dieu pour ses membres et de la présence de la Bible lors des travaux des loges. Bible sur laquelle jusque-là les candidats devaient prêter leur serment. Se situant à l'opposé de cette évolution, et je cite un ouvrage sur cette loge, depuis son adhésion au régime rectifié en 1811, l'Union des Cœurs, qui à cette époque reconnaissait le dogme de la Trinité et de la divinité du Christ, a eu pendant plusieurs années une vie intérieure intense. Un groupe de frères éminents, dont plusieurs pasteurs, se trouve à la base du mouvement du Réveil, qui voulait ramener l'Église de Genève à une orthodoxie que les années de la Révolution avaient fait perdre. Les frères se stimulaient mutuellement dans la voie du Seigneur et accentuèrent un esprit religieux très vivant qui donna alors à la loge une physionomie
très particulière. Fin de citation. Comme l'écrit l'historien François Ruchon, citation, les tenues s'ouvraient et se fermaient par de véritables prières qui n'auraient pas été déplacées dans une église. Ces hommes cherchaient avec sincérité et humilité une vérité qu'ils trouvèrent dans le christianisme orthodoxe. Donc voilà l'intérêt pour eux d'avoir un archimandrite. Tous d'ailleurs subirent fortement l'influence morale et théologique de Mouligny. Plusieurs pasteurs, Moulinier, de Mélaillé, Lucher, Bost, participaient activement aux réunions de la loge. De leur côté, plusieurs laïcs, touchés par la grâce mystique et un ardent christianisme, le secondaient et communiquaient à leurs frères leurs expériences religieuses. Péchier, Bourdillon, Gounillou, Lombard. Fin de citation. Cette atmosphère profondément chrétienne allait de pair avec une composition cosmopolite et une adhésion totale au nouvel ordre politique établi, c'était la Restauration. Parmi les membres de l'Union des clercs, on compte en effet plusieurs membres influents de la notabilité genevoise. Péchier, Lombard, Gounillou, le colonel Pinon faisaient tous partie du conseil représentatif. Le commissaire Noblet, Christophe Aubanel, Pingon Suez, occupait d'importantes fonctions dans la vie civile. Et dans sa totalité, on peut bien dire que la nuance politique de la loge était très loin d'être libérale. Il y avait là donc de quoi rassurer l'archimandrite Théophile Thésée, qui en sa double qualité d'ecclésiastique orthodoxe et de notable étranger, ne pouvait qu'être bien accueilli par ses nouveaux frères genevois. Son départ de Genève l'évitera d'ailleurs de connaître les années noires après la Révolution de 1830, révolution qui amena Genève hors de la Restauration vers un régime plus libéral et qui eut comme conséquence la fermeture de la loge pour manque d'effectifs le 5 avril 1835. On voit donc qu'il y a un lien entre le type de maçonnerie pratiquée par cette loge et la politique préconisée par cette loge. Et lorsque la politique change, les membres s'en vont. Chypre ne devait pas profiter toutefois de l'initiation maçonnique de l'archimandrite Thésée, puisque la franc-maçonnerie ne sera finalement officiellement introduite dans l'île qu'en 1888, avec la constitution de la première loge locale par des Anglais à Limassol. Il s'agit de la loge de Saint-Jean, qui existe, de Saint-Paul, qui existe toujours aujourd'hui. Toutefois, les Grecs exilés en Suisse, suite à la guerre d'indépendance, durent peut-être aussi à la présence du nom du frère archimandrite parmi les membres de la loge, l'initiative philanthropique prise par l'Union des clercs en 1823, que le registre des protocoles du Conseil de la loge d'administration nous rappelle brièvement de la manière suivante, en date du 10 janvier, numéro 1837, le 10e jour du premier mois du 23, entre 10 janvier 1823. À noter en marge, premier grade. Le vénérable annonce aux frères qu'il est ouvert une souscription volontaire en faveur des Grecs malheureux résidant à Genève et en Suisse, dont le frère Lucher est le distributeur bienveillant. Le frère Suez est chargé de recevoir l'offrande des frères. Fin de citation. Nous avons vu qu'en 1821, Marc-Jules Suez, greffier du tribunal de police, était élémosinaire, c'est-à-dire qu'il était chargé de la bienfaisance. Il était aussi, à l'époque, chargé de s'occuper de la bureau de bienfaisance dans la vie civile de la ville de Genève. Il était aussi l'un des 3 commissaires nommés pour enquêter sur Thésée lors du dépôt de sa candidature. Quant au frère Lucher, il s'agit de Lucius Lucher, pasteur, comme son frère Pierre, qui venait de mourir en 1820, et tous les deux étaient membres de la loge. Nous ne savons pas à quoi a bien pu servir à l'archimandrite Théophile Thésée son initiation maçonnique. Il ne semble pas avoir fréquenté d'autres loges par la suite. De retour à Marseille en novembre 21, il est l'un des signataires du manifeste des réfugiés grecs du 6 décembre 1821. Il aurait ensuite résidé en Syrie, où la franc-maçonnerie était tout à fait inconnue à l'époque.
Peut-être que son initiation maçonnique lui a été utile pour recueillir des fonds en faveur des Chypriotes et des Grecs lors de ses séjours à Moscou en 1822 ou à Londres en 1824, où nous savons qu'il a reçu 75 livres de la part de l'archevêque de Canterbury, qui était franc-maçon, la classe dirigeante anglaise de l'époque étant très liée à la franc-maçonnerie. L'archimandrite Théophile Thésée est devenu franc-maçon, en dépit de son état ecclésiastique et de son rapport de parenté avec l'archevêque de Chypre. Alors, ça était son neveu, c'est-à-dire qu'il était en effet fils d'un des siens cousins. Et de l'excommunication que cet archevêque a fulminé contre la franc-maçonnerie le 2 février 1815. Comment comprendre cette apparente contradiction? L'analyse de la lettre encyclique d'excommunication des francs-maçons de l'archevêque Kyprianos montre que des francs-maçons auraient été présents à Larnaca et à Scala, le port de Larnaca, en relation avec les activités marchandes locales et la présence étrangère. Les consulats étaient à Larnaca à l'époque. Ce qui signifie que ces francs-maçons n'étaient vraisemblablement pas des autochtones. Ils sont accusés de faire de la propagande dans les milieux les plus en vue, non seulement parmi les orthodoxes, mais aussi parmi les musulmans. Leurs agissements ne pourraient donc pas seulement être perçus comme dangereux pour la foi orthodoxe, mais comme représentant aussi un danger pour le pouvoir politique civil du sultan ottoman. En publiant sa lettre encyclique contre les francs-maçons, l'archevêque Kyprianos se montrait ainsi un fidèle sujet de la porte ottomane, aussi soucieux de préserver la pureté de la foi de ses ouailles que la loyauté de tous les sujets du sultan vis-à-vis du gouvernement, quelle que soit leur appartenance religieuse. Il se donnait ainsi un moyen à la fois sûr et très visible de faire acte d'allégeance à l'autorité constituée. À un moment précis où commençaient à circuler des rumeurs concernant ce mécontentement général de la population grecque qui allait bientôt devenir la révolution de 1821. En même temps qu'il essayait de cette manière de suffoquer toute rumeur éventuelle au sujet de ses possibles intentions subversives, l'archevêque envoyait en France ses deux neveux, installés à Marseille dès 1816, sous couvert de commerce avec Chypre. Se trouvait à Marseille le siège social de Cyprien Thésée et compagnie. Nicolas était chargé d'acheter quoi? Des armes et de recruter des hommes pour le soulèvement national, tandis que son frère Théophile était chargé de trouver l'argent pour le financer. C'est très vraisemblablement pour cela qu'il a dû se rendre à Genève une première fois avant 1817, puis de nouveau en 1817 et enfin en 1821. Il y a donc une contradiction apparente entre la lettre encyclique contre les francs-maçons de l'oncle archevêque et l'initiation du neveu archimandrite au sein d'une respectable loge maçonnique genevoise. La première, l'encyclique, n'était qu'un leurre destiné à tromper la sublime porte sur les réelles intentions des notables grecs de l'île, tandis que la seconde, l'initiation du neveu, se présente comme une tentative bien méditée d'entrer en contact avec les milieux de la finance genevoise par des voies dont seul le Seigneur, voire le grand architecte de l'univers, pouvait peut-être garantir qu'elle serait restée à jamais impénétrable. La photo de l'archevêque nous le montre comme il était certainement après 1821, où il s'est fait effectivement portraiturer avec la petite croix que vous voyez bleue, témoin qu'il a été l'un des protagonistes de la Révolution grecque. Je vous remercie d'avoir suivi cette conférence et je répondrai à vos questions s'il y en a. Merci. Merci à Fabrizio. J'espère que les gens nous entendent. Un instant. Voilà. Merci beaucoup pour cette conférence. Très riche et bien documentée. Je suis certain que
Les participants auront des questions à poser. Vous pouvez poser vos questions soit en français, en grec ou en anglais. Pas de problème. S'il n'y a pas de questions, soit j'ai été très clair, soit on n'a rien compris. Si, il y a là. Vous pouvez lever la main ou nous faire signe pour parler. Pour initier peut-être la discussion, Fabrizio, est-ce que nous avons dans les sources des informations quand est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il a passé sa vie posthume? Oui, postérieure, oui. Posthume, c'est aujourd'hui. Postérieure. D'après Hill, qu'il serait revenu à Chypre en 1832 en tant qu'exarque du patriarcat orthodoxe de Jérusalem. Ça, c'est un fait. Donc, après la Syrie, il a été à Jérusalem. Il serait mort après 1851, mais nous n'avons pas de date exacte. En tout cas, il a fréquenté des pays, soit la Syrie, soit la Terre Sainte, où il n'y avait pas de loge maçonnique à l'époque. Et on a vu qu'à Chypre, il n'y en avait pas non plus avant 1888. Donc, il n'a pas pu fréquenter d'autres loges maçonniques que celles où il a été initié et très vite passer compagnon et maître à une vitesse, je dirais, stratosphérique. On n'a jamais vu une chose pareille. Donc, le but de cette initiation était certainement autre que celui de devenir franc-maçon. Et comme on sait qu'il a beaucoup voyagé à la recherche de fonds après, et qu'il a été en Angleterre, et qu'il était en Russie, et que la franc-maçonnerie anglaise et la franc-maçonnerie russe étaient très répandues auprès de gens de la bonne société et de gens possédant beaucoup d'argent, la quête, disons, d'argent pour le soutien à la Révolution était certainement le but principal de cette initiation maçonnique. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, Madame Françoise Jourion. On ne vous entend pas. Appuyez sur les unmute, Madame Françoise. On ne vous entend pas. Appuyez sur unmute. Voilà, ça y est. Ah, voilà, très bien. Est-ce que tu as vu d'autres cas de personnes aussi étrangères qui ont pu à Genève monter les échelons de la franc-maçonnerie aussi vite? Non, c'est le seul cas. Il y a des règles très précises. À l'époque, il a dû obtenir 2 dispenses. C'est le seul cas auquel on ait donné 2 dispenses aussi vite que ça. À l'époque, la loge L'Union des Cœurs, donc elle était au régime écossais rectifié, qui est un rite très chrétien, dont la Suisse est aujourd'hui le chef dans le monde entier, et qui est un rite très minoritaire chez les francs-maçons. Il l'était à l'époque, il continue de l'être aujourd'hui. On lui a fait des ponts d'or parce que c'était un archimandrite. C'était une loge qui était très chrétienne et qui avait, comme dit l'historien Ruchon, qui était aussi franc-maçon, trouvé dans le christianisme orthodoxe ce qu'elle cherchait. Au fond, ils cherchaient le catholicisme sans le pape. Et ils ont trouvé l'orthodoxie. C'était des braves protestants, c'était des protestants qui acceptaient la Trinité, ça allait très bien, le catholicisme en plus au pape, alors que là, vous avez la Trinité, vous avez Jésus-Christ, mais vous n'avez pas le pape, c'est parfait. Ça peut être accepté par certains protestants. Et voilà, c'est le seul cas, et je pense que c'est un cas très particulier, qui a pour nous l'intérêt d'être le cas de quelqu'un qui a participé à la Révolution grecque. Il l'a fait dans un but précis politique. Ce qu'on oublie de dire, c'est que la franc-maçonnerie est un fait social et politique. Et quand on étudie l'histoire de la franc-maçonnerie, on devrait l'étudier comme ça, comme un fait social et politique, et voir quelles sont les raisons sociales et politiques pour lesquelles certaines choses se font ou ne se font pas dans ce contexte. Là, bon,
les documents montrent, l'histoire, comme disait le professeur dont j'étais assistant à l'université en histoire, s'écrit avec des documents. Là, on en a. Ça n'a pas été facile de les trouver. Pour les documents des archives d'État, on les a trouvés facilement. Il suffit d'aller aux archives d'État. Pour les documents maçonniques, ça a été la croix et la bannière. On me les a donnés avec une quantité de précautions, mais on a fini par me les donner. Je suis quand même un historien, et puis voilà. Et c'est le seul cas. Je n'en connais pas d'autres. Merci. D'autres questions? Est-ce que pour son séjour, Fabrizio, dans d'autres capitales comme Moscou, Paris et ailleurs, est-ce qu'il a eu des choses publiées sur les archives de ces villes? Non, non, non. Et les archives russes de la franc-maçonnerie étaient absolument inatteignables. Je ne sais pas si elles sont atteignables aujourd'hui. Elles étaient tout simplement séquestrées tant que la Russie était soviétique. Il existe de nouveau une franc-maçonnerie aujourd'hui, libre. Est-ce qu'ils ont pu récupérer leurs archives? Je sais que les archives de la franc-maçonnerie française, qui avaient été volées pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands, avaient été ensuite prises par les Russes et avaient été transférées à Moscou. Et aujourd'hui, elles sont rentrées en France. Mais je doute qu'elles aient été encore cataloguées et qu'elles soient un accès libre. Mais c'est les archives françaises qui avaient été prises par la Gestapo et ensuite gardées par le KGB. La Gestapo et le KGB s'entendaient très bien. Les archives anglaises sont probablement disponibles à la Grande Loge Unie d'Angleterre, mais je ne sais pas si on peut avoir accès. Il faudrait faire une demande. On sait qu'il a reçu cette somme de 75 livres de l'archevêque de Canterbury. On sait aussi, parce que ce n'est pas un secret, les Anglais ont toujours de très bonnes relations, que l'archevêque de Canterbury était membre de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, à l'époque, la franc-maçonnerie anglaise avait des membres tout à fait respectables, parce que nous savons, bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était le cas à l'époque, que le roi lui-même était grand maître. Hein? Et à l'époque de Thésée, ce n'était pas encore le cas, mais il allait bientôt le devenir. Donc, les archives anglaises sont plus faciles d'accès, en théorie en tout cas. Et en tout cas, elles sont toutes bien classées et disponibles. Travailler dans les archives est toujours un travail assez particulier parce qu'il faut d'abord avoir l'autorisation pour les accès et puis ensuite ça prend du temps, ça vient pas. Certaines choses ont disparu, par exemple les archives de Genève, comme j'ai dit, toutes les archives publiques officielles de la période française n'existent pas. Alors on vous dit, vous cherchez quelque chose de 1815, on dit, on ne l'a pas. De 1816, ça fait défaut. Ah, c'est joli ça, ça fait défaut. Mais personne ne vous dit pourquoi ça fait défaut. Alors ça, j'ai une hypothèse, mais c'est une hypothèse, je ne peux pas le prouver. Beaucoup de gens qui faisaient partie de la bonne société ont collaboré avec le régime français. Genève était française pendant 15 ans. C'était un peu ennuyeux quand le régime est tombé de montrer qu'on avait collaboré avec les occupants. Donc, on a trouvé plus expédient de faire disparaître les archives. Il n'y a pas de traces, donc on ne sait pas ce que les gens ont fait pendant 15 ans. Puis les mêmes gens se retrouvent à la restauration du bon côté, du côté de la restauration. Et comme on avait ça, c'est pas ce qu'ils ont fait pendant 15 ans, on ne pouvait rien leur reprocher. Ça, c'est une hypothèse. Je ne peux pas le prouver, je ne peux que le supposer. Tout ce que je sais, en tant qu'historien, c'est que si je vais aux archives d'État et je demande des archives de cette période, il n'y en a pas. On n'a pas de documents. Or, comme l'histoire se fait, s'écrit en tout cas avec les documents, quod non est in libris, non est in mundo, ce qui n'est pas dans des documents n'existe pas. Bon, voilà. Donc, il y a 15 ans de blanc.
En tout cas, en ce qui concerne les archives, je ne vois. Vous voyez donc, être historien, avoir des accès aux archives, ne vous garantit pas que vous trouvez ce que vous cherchez. Ça dépend dans quelle période vous cherchez et quoi. C'est très, très possible. Oui. Ah oui, non, c'est certain, malheureusement, c'est certain. Angel? Oui, je voulais demander si nous avons des informations sur son éducation, parce que je crois que c'est Kostas Kirris qui a écrit dans un de ses articles que Thésée a suivi des cours à l'Université de Genève. C'est vrai? Non, ça c'est probablement pas vrai du tout, puisque nous avons le livre des directeurs de l'université qui a été publié, n'est-ce pas? Livre directeur de l'Académie de Genève de 1559 à 1878. Il a été publié en 1959 par Suzanne Stelling-Michaud et Sven Stelling-Michaud, avec toutes les notices biographiques des étudiants, et il n'y figure pas. Okay. Donc, il n'a certainement pas étudié à celle qu'à l'époque on appelait l'Académie de Genève. D'ailleurs, c'eût été impossible de faire des études. À l'Académie de Genève, aujourd'hui, université, il y a toujours une faculté de théologie, mais c'est de la théologie protestante. Oh, protestante. Oui. Et en plus, la faculté de théologie protestante ne fait pas vraiment partie de l'université. Elle est associée à l'université, mais elle est indépendante, puisque Genève est un des rares cantons suisses à connaître la séparation de l'Église et de l'État. Donc, on ne pouvait pas avoir une faculté de théologie dans une université d'État. Il fallait qu'elle soit associée, mais sans être membre de. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, à Fribourg, où la théologie, la faculté est catholique, mais Fribourg est un canton catholique et il n'y a pas de séparation. La Suisse, comme monsieur l'ambassadeur sait très bien, est un pays très fédéraliste qui tient beaucoup à ces différences entre cantons. Et voilà une de ces différences. Merci. Est-ce que Fabrizio, pour son séjour à Moscou, est-ce que c'était la période du mandat de Kapodistrias en tant que ministre des Affaires étrangères? Oui, oui. Et nous savons que Kapodistrias était franc-maçon. Nous savons même que Kapodistrias était président de la loge du Phénix de Moscou. Et ça, nous avons la liste des loges et des chapitres de l'époque qui était publiée par Tatiana Bakounine, c'est une grosse thèse d'État française, où il y a les dates et les noms de tout le monde. Et nous savons que Kapodistrias était franc-maçon. Alors c'est très curieux d'ailleurs parce que à Genève, en cette période, se trouvent des personnages qui sont tous liés à la Révolution grecque et qui sont tous des francs-maçons. Il s'agit de Kapodistrias, il s'agit donc, maintenant, on le voit, de Thésée, il s'agit de Jean-Gabriel Hénard, qui était membre d'une loge de Livourne du Grand Orient de France, et il s'agit ensuite du poète Andreas Calvos, qui est venu comme réfugié à Genève, et qui lui aussi a été initié à Genève. Mais il n'a pas été initié dans cette loge très réactionnaire, disons les choses, qui est l'Union des cœurs, elle est toujours aujourd'hui, mais il a été initié dans la loge de Buonarroti, qui était un réfugié politique français envoyé en exil à Genève pendant l'époque de Napoléon. Genève c'était une ville fortifiée. Elle était utilisée par Napoléon comme prison, où il envoyait le plus loin possible de Paris tous les gens qui l'emmerdaient, pour dire des choses en français. Donc, Buonarroti a été envoyé à Genève. Buonarroti a fait ce qu'il savait faire, il a fondé une loge maçonnique, et comme c'était un carbonaro, il a, autant que possible, fait tout ce qu'il pouvait pour libérer l'Italie. Et il a initié plein de monde, parmi lesquels Andreas Calvos, qui donc a été initié dans une loge que nous qualifierons aujourd'hui d'extrême gauche, alors qu'on pourrait qualifier la loge de
tissé comme d'extrême droite, n'est-ce pas? C'est pour ça que je soutiens toujours qu'il faut comprendre la franc-maçonnerie comme un phénomène social et politique. Il faut l'étudier comme tel. C'est seulement comme ça qu'on arrive à comprendre ce qui se passe et qui se fait et pourquoi. Ce n'est pas du tout des questions d'ésotérisme, des choses comme ça. Ça, c'est le côté folklorique des cérémonies. Mais le rôle social et politique se voit à ces choses-là. Et il se voit, par exemple, lorsque on demande à Capodistrias à Genève une lettre de présentation pour Calvos. Et on verra qu'on voit que dans sa réponse, il est très, très prudent. Pourquoi? Tous les deux sont francs-maçons, mais ils ne sont pas du tout du même bord. Calvos est membre d'une loge révolutionnaire et Capodistrias est membre d'une loge de Moscou, d'un système qui est celui du rite rectifié, d'où le phénix, n'est-ce pas? Comme la loge, l'Union du cœur, qui a dans ses armes le phénix. C'est le même courant de droite de la franc-maçonnerie. Donc, il veut bien faire une loge pour son frère Calvos, mais comme c'est un frère un peu particulier parce qu'il n'est pas du même bord, il fera une présentation un peu vague et très prudente. Tout ce monde est franc-maçon. C'était la mode à l'époque. Mais ils ne le sont pas de la même manière. Ils ne font pas la même politique et ça se voit. Seulement, il faut le voir entre les lignes et il faut savoir quels sont les engagements économiques et politiques des uns et des autres. D'autres questions? Il n'y en a pas. Donc, cher Fabrizio, je vous remercie. Mais c'est moi qui vous remercie. Je vous remercie de la part de nos directeurs et de Je remercie M. l'ambassadeur pour la présentation, vous, pour m'avoir accepté de présenter ce sujet, même si c'est une année plus tard, mais le Covid a fait que beaucoup de choses ont été renvoyées d'une année. Merci à tous pour votre participation et à la prochaine. Merci. Bonsoir et bonne continuité. Bonsoir à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dilemma. Voilà, εντάξει.